Sous le volcan Songondi, deux chiffres se heurtent et renversent dans la narration nationale, à l'échelle d'un Sahel sous tension. En quelques jours, la rumeur d'un gisement proche de 500 millions de carats transforme un pays longtemps classé parmi les plus pauvres en candidat soudain à la prospérité, avec la promesse de redéfinir l'éducation, la santé et les infrastructures, tandis que ressurgissent les avertissements sur la malédiction des ressources et les convoitises extérieures. Dans ce tumulte, que signifie pour vous le fait qu'Ibrahim Traoré doive choisir entre souveraineté assumée et dépendance déguisée face aux puissances étrangères? Derrière ces cristaux enfouis, c'est la trajectoire future du Burkina Faso qui se rejoue. Ce qui se joue à Songondi dépasse largement l'annonce spectaculaire d'un gisement. Cette séquence promet de vous donner les clés pour comprendre comment une découverte géologique peut, en quelques semaines, déplacer des lignes économiques, politiques et sociales longtemps figées au Burkina Faso. L'enjeu est simple. Saisir pourquoi cette richesse potentielle peut soit accélérer la sortie de la pauvreté structurelle, soit ouvrir une période d'instabilité durable. À première vue, l'espoir paraît évident. Des recettes nouvelles capables de financer l'éducation, la santé et les infrastructures, dans un pays où chaque investissement public compte double. Mais derrière cette promesse s'installe une tension moins visible. La vitesse des décisions, la pression des acteurs étrangers et la fragilité institutionnelle peuvent transformer l'opportunité en piège. Dans ce contexte, chaque choix politique devient irréversible. La gestion du temps, la transparence des procédures et la capacité à résister aux influences extérieures pèseront autant que la valeur réelle du gisement. Comprendre ces mécanismes, c'est comprendre pourquoi le Burkina Faso joue ici bien plus qu'un pari économique. Il teste sa cohésion, sa souveraineté et sa trajectoire future. Les premières analyses satellitaires révèlent un fait décisif. Le signal détecté sous Songondi n'est pas une anomalie isolée, mais la continuité d'une formation diamantifère d'ampleur exceptionnelle. En quelques heures, une estimation interne circule. Près de 500 millions de carats pourraient vite se trouver sous le volcan, un volume inédit qui reconfigure instantanément la lecture économique du Burkina Faso. Cette révélation agit comme un accélérateur silencieux. Avant même que l'opinion publique ne mesure la portée du chiffre, l'appareil d'État se met en mouvement. Des équipes administratives sont dépêchées dans les localités proches du volcan afin d'expliquer les premières mesures de protection du périmètre. Leur présence, inhabituelle dans ces zones périphériques, vise un objectif précis: contenir les rumeurs, prévenir les ruées spontanées et éviter que l'annonce ne déclenche des mouvements incontrôlés. Sur le terrain, les habitants décrivent une atmosphère suspendue. L'attente domine, mêlée à une forme inattendue de reconnaissance institutionnelle. Pour beaucoup, c'est la première fois que l'État apparaît aussi rapidement après une information stratégique. Cette réaction précoce modifie la dynamique locale. Songondi cesse d'être perçu comme un secret technique pour devenir un enjeu national. Dans les cercles diplomatiques, l'effet est tout aussi immédiat. L'information fuitée provoque une montée soudaine des pressions extérieures. Demande de briefing, offre de coopération, prise de contact discrète de multinationales cherchant à se positionner avant toute décision officielle. Le Burkina Faso devient, en quelques jours, un point focal dans les discussions régionales du Sahel, où les rivalités minières et géopolitiques sont déjà intenses. C'est précisément à ce moment clé qu'Ibrahim Traoré impose un changement de rythme. Là où la précipitation domine souvent, il exige la création d'une commission nationale chargée d'examiner les implications économiques, sociales et environnementales. Cette décision ouvre un espace de respiration stratégique. Elle retarde les engagements irréversibles et évite, au moins temporairement, les fractures observées dans d'autres pays confrontés à des découvertes similaires. Ainsi se dessine le véritable décor, une richesse potentielle immense, révélée par un chiffre brut, mais immédiatement encadré par un choix politique qui conditionne tout le reste.
Dans les localités proches du volcan Songondi, la découverte ne se traduit pas d'abord par des chiffres, mais par des changements concrets dans le quotidien. L'arrivée d'équipes administratives, rarement vues auparavant dans ces zones marginalisées, modifie immédiatement la perception de l'événement. Des réunions improvisées se tiennent dans les villages, où les représentants de l'État expliquent les restrictions temporaires, les risques liés au mouvement incontrôlé et les étapes à venir. Cette pédagogie précoce apaise les tensions initiales. Pour les habitants, l'impact est double. D'un côté, l'espoir d'une amélioration future des conditions de vie s'installe, nourri par l'idée que la richesse pourrait bénéficier aux communautés locales. De l'autre, une inquiétude persiste, celle d'être exclus des décisions ou de voir leur environnement transformé sans compensation réelle. Ce contraste façonne un climat d'attente prudente, loin de l'euphorie désordonnée observée dans d'autres contextes miniers africains. Un cas revient souvent dans les témoignages recueillis, celui d'agriculteurs contraints de suspendre temporairement certaines activités autour du périmètre sécurisé. Pour eux, la contrainte est réelle, mais elle s'accompagne d'un dialogue inédit avec l'administration. Cette interaction, encore fragile, installe l'idée que la découverte est traitée comme une affaire collective et non comme une opportunité captée par quelques acteurs isolés. Au niveau national, ces signaux précoces jouent un rôle stabilisateur. Ils montrent que l'État cherche à anticiper plutôt qu'à réagir et qu'il tente de canaliser les effets sociaux avant qu'ils ne dégénèrent. Le message implicite est clair. La manière de gérer les premiers jours comptera autant que les bénéfices futurs. Le véritable enjeu devient alors évident. Si cette dynamique d'inclusion se maintient, elle peut transformer la découverte en levier de cohésion plutôt qu'en source de fracture. Tout s'enclenche au moment précis où les géologues confirment que les signaux détectés sous Songondi ne relèvent ni d'interférences, ni d'erreurs d'interprétation. L'information circule d'abord dans des cercles techniques restreints, puis remonte par paliers jusqu'au sommet de l'État. En quelques heures, la réaction institutionnelle se met en place. Sécurisation du périmètre, suspension des activités informelles autour du volcan, lancement d'évaluations croisées entre ingénieurs nationaux et experts internationaux. Ce premier mouvement fixe un cadre. Il empêche que la découverte ne se transforme immédiatement en ruée incontrôlée. La montée en tension intervient rapidement. À mesure que l'ampleur potentielle du gisement devient plus claire, les sollicitations extérieures se multiplient. Des multinationales minières prennent contact, certaines par des canaux officiels, d'autres de manière plus discrète. Les ambassades demandent des briefings. Les chancelleries évoquent déjà un possible basculement de l'équilibre économique du Sahel. Dans les médias internationaux, les analyses se succèdent, oscillant entre promesses d'un Eldorado africain et crainte d'un scénario de malédiction des ressources. À l'intérieur du pays, la pression populaire s'intensifie elle aussi. Les attentes explosent, nourries par l'idée que cette richesse pourrait enfin rompre avec des décennies de précarité. Les oppositions politiques tentent de s'emparer du sujet, parfois pour dénoncer un risque de confiscation, parfois pour exiger une exploitation rapide. Les organisations de la société civile réclament des garanties contre la corruption et des engagements clairs sur la redistribution future. L'espace public se polarise. C'est à ce stade que la posture d'Ibrahim Traoré devient déterminante. Face à l'accélération générale, il impose un tempo différent. Aucun accord n'est signé. Aucune négociation informelle n'est tolérée. Il réaffirme l'autorité de la Commission nationale et exige des rapports d'impact détaillés avant toute discussion contractuelle. Cette décision crée une rupture nette avec la logique de précipitation attendue par de nombreux acteurs étrangers. Elle signale que le pays entend garder la maîtrise du calendrier. Les répliques de ce choix se font sentir dans les semaines suivantes. Sur le terrain, la présence continue de représentants administratifs limite les mouvements spéculatifs et réduit la circulation de rumeurs. Dans certaines localités,
Les habitants commencent à percevoir la découverte non comme une opportunité individuelle, mais comme un enjeu national encadré. Sur le plan international, le message est compris. La pression directe ne produira pas de résultats immédiats. Les acteurs extérieurs ajustent alors leur stratégie, passant d'une approche agressive à des propositions plus conformes aux exigences de transparence affichées. Au-delà de la succession des faits, une mécanique plus profonde apparaît. La découverte de Songgandhi n'a pas seulement déclenché une chaîne d'événements techniques. Elle a activé un test politique grandeur nature. Chaque étape, de la confirmation géologique aux réactions diplomatiques, révèle la capacité de l'État à contenir le choc initial. Dans cette séquence, la constance d'Ibrahim Traoré agit comme un stabilisateur. Elle n'élimine pas les tensions, mais elle empêche qu'elles ne se transforment trop tôt en fractures irréversibles. Avant Songgandhi, l'économie burkinabé reposait sur un socle étroit. Les marges budgétaires restaient limitées, l'investissement public avançait par à coups. Et chaque priorité, éducation, santé, infrastructure, entrait en concurrence directe avec les autres. Ce socle de référence modeste structurait les choix politiques depuis des décennies. Faire plus avec peu, arbitrer en permanence, accepter une lenteur contrainte par le manque de ressources. La découverte change brutalement cette équation. Le premier chiffre, central, est près de 500 millions de carats. Cette estimation, issue des relevés satellitaires et confirmée par les géologues, ne constitue pas seulement un volume spectaculaire. Elle place potentiellement le Burkina Faso parmi les acteurs majeurs du marché mondial du diamant. L'écart est immédiat. Un pays historiquement périphérique se retrouve projeté au cœur d'une industrie stratégique, suivi de près par les investisseurs, les États et les marchés spécialisés. Ce seul chiffre modifie la perception internationale du pays en quelques jours. Le deuxième chiffre, tout aussi structurant, est une multiplication par 10 des recettes nationales en 5 ans, dans l'hypothèse d'une exploitation menée à pleine capacité. Cette projection, avancée par les premiers rapports d'expertise, alimente l'espoir d'un rattrapage accéléré. Un tel saut budgétaire permettrait en théorie de financer simultanément plusieurs chantiers longtemps différés. Mais ce delta financier exerce aussi une pression politique considérable. Gérer une croissance aussi rapide exige des institutions capables d'absorber l'afflux de ressources sans générer de déséquilibres internes. Le troisième chiffre, souvent relégué au second plan mais décisif, est une possible réduction de 40% de la biodiversité locale en cas d'exploitation intensive. Les premières évaluations environnementales sont claires. L'écosystème du Sahel, déjà fragilisé, supporte mal les chocs industriels massifs. Ce chiffre introduit un contrepoids majeur dans le débat. Il rappelle que le delta économique s'accompagne d'un coût écologique potentiellement irréversible, dont les effets se répercuteraient sur les communautés locales pendant plusieurs générations. Ces 3 chiffres deviennent rapidement des repères partagés. Dans l'espace public, ils structurent les discussions, parfois de manière simplifiée, parfois instrumentalisée. Pour certains, les 500 millions de carats incarnent une promesse historique. Pour d'autres, la multiplication des recettes fait craindre une dépendance nouvelle aux acteurs extérieurs. Quant au chiffre environnemental, il nourrit les inquiétudes d'une partie de la population, soucieuse de préserver un équilibre déjà précaire. C'est dans cette lecture chiffrée que la posture d'Ibrahim Traoré prend tout son sens. Plutôt que de laisser les chiffres alimenter l'euphorie ou la peur, il exige qu'ils soient systématiquement accompagnés d'analyses sociales, institutionnelles et environnementales. Chaque indicateur doit être contextualisé. Chaque projection doit être discutée. Cette méthode transforme les chiffres en outils de gouvernance plutôt qu'en slogan politique. Au fil des semaines, une idée s'impose. La valeur réelle de Songgandhi ne se mesure pas uniquement en carats ou en recettes potentielles. Elle se mesure à la capacité du pays à transformer un écart économique colossal en stabilité durable, sans sacrifier ses équilibres sociaux et écologiques. 2 positions structurent désormais le débat autour de Songgandhi, chacune portée par des arguments cohérents
et des craintes légitimes. Les partisans d'une exploitation rapide avancent assaisonnement aux objectifs. Raisonnement direct. Un pays longtemps contraint par le manque de ressources ne peut se permettre d'attendre face à une découverte d'une telle ampleur. Selon eux, retarder les décisions reviendrait à perdre un avantage stratégique, à laisser les pressions extérieures s'organiser et à priver la population de retombées immédiates. Ils soulignent ainsi que des recettes accrues pourraient financer sans délai les secteurs sociaux les plus fragiles et réduire des décennies de retard accumulés. En face, les défenseurs d'une approche prudente s'appuient sur l'histoire récente du continent. Ils rappellent que de nombreux États africains confrontés à des gisements majeurs ont vu leurs institutions se fragiliser sous l'effet de la précipitation, de la corruption ou d'accords déséquilibrés. Pour eux, la vitesse constitue le principal danger. Ils insistent sur le risque environnemental, sur la captation de la valeur par des multinationales et sur la possibilité de fractures sociales durables si les bénéfices ne sont pas équitablement répartis. Leur position repose sur une idée simple. Mieux vaut perdre du temps que perdre le contrôle. La réfutation ne consiste pas à disqualifier l'un ou l'autre camp, mais à en tester les limites. Une exploitation accélérée, sans cadre solide, expose le pays à une dépendance structurelle, car ses capacités techniques et administratives restent contraintes. À l'inverse, une prudence excessive pourrait nourrir la frustration populaire, ralentir des réformes attendues et affaiblir la légitimité politique à moyen terme. Le dilemme n'oppose donc pas progrès et immobilisme, mais désordre rapide et construction graduelle. C'est dans cet espace intermédiaire que s'inscrit la ligne défendue par Ibrahim Traoré. Son arbitrage repose sur une architecture institutionnelle préalable, commission nationale renforcée, études d'impact systématiques, consultations publiques et transparence contractuelle. Cette approche ne promet pas des gains immédiats, mais elle cherche à transformer la découverte en processus maîtrisé. Elle répond partiellement aux attentes des deux camps, tout en refusant leurs excès. Ainsi, le débat cesse d'être une confrontation idéologique. Il devient une question de méthode. Comment organiser le temps politique pour que la richesse ne précède pas la gouvernance, mais qu'elle en soit la conséquence. Au milieu des consultations nationales, une information passée presque inaperçue modifie pourtant l'équilibre du débat. Une majorité des participants, issus aussi bien des zones proches de Songandi que des centres urbains, se déclarent favorables à l'exploitation du gisement à une condition précise, que le contrôle reste national et que les bénéfices soient redistribués de manière transparente. Cette position, plus nuancée qu'il n'y paraît, révèle un élément essentiel. La population n'est pas opposée à la richesse, elle est opposée à l'opacité. Ce basculement est décisif. Il transforme un débat polarisé en un terrain de convergence potentielle. L'exploitation rapide ou la prudence absolue cessent d'être les seuls horizons. Un troisième espace apparaît, celui d'une exploitation conditionnelle, encadrée par des règles claires et vérifiables. Cette lecture renforce la légitimité politique d'Ibrahim Traoré, qui avait placé la transparence et la consultation au centre de sa méthode. Elle lui offre un levier stratégique face aux pressions extérieures, en montrant que la ligne suivie répond à une attente réelle et non à une posture idéologique. Sur le terrain, l'effet est perceptible. Dans certaines localités proches du volcan, les inquiétudes initiales s'atténuent légèrement. Les habitants constatent que leur avis ne se limite pas à une formalité, mais qu'il pèse dans l'orientation du processus. Cette reconnaissance, encore fragile, devient une ressource politique. Elle amortit les tensions sociales et renforce la cohésion autour d'un principe partagé. La richesse n'a de valeur que si elle est gouvernée collectivement. À ce stade, Songandi cesse d'être seulement un gisement. Il devient un test de confiance entre l'État et la société. Les effets potentiels de Songandi se déploient désormais selon 4 axes distincts, chacun révélant une facette différente de ce que pourrait devenir le Burkina Faso si les décisions à venir confirment la ligne actuelle. Ces conséquences ne sont pas abstraites. Elles touchent directement les institutions,
l'économie réelle, la vie quotidienne et l'équilibre régional du Sahel. Au niveau de l'État, l'enjeu est d'abord institutionnel. Des revenus miniers importants offriraient une marge de manœuvre budgétaire inédite, capable de transformer la planification publique. L'éducation et la santé pourraient bénéficier d'investissements structurels longtemps différés. Les infrastructures, freinées par le manque de financement stable, pourraient enfin être pensées sur le long terme. Mais ce potentiel dépend entièrement de la capacité à maintenir des procédures transparentes. Sans cadre clair, l'afflux de ressources risquerait d'alimenter des rivalités internes et d'affaiblir la cohésion administrative que cherche à préserver Ibrahim Traoré. Du côté des entreprises nationales, Songandi représente une opportunité rare mais conditionnelle. Une exploitation encadrée pourrait stimuler les secteurs du transport, de la logistique, de la construction et des services techniques. Les entreprises locales, souvent marginalisées dans les grands projets, pourraient intégrer la chaîne de valeur si des mécanismes de préférence nationale sont réellement appliqués. À l'inverse, une ouverture mal régulée exposerait ces acteurs à une concurrence écrasante des multinationales, capables de capter l'essentiel des contrats et des bénéfices. La question n'est donc pas seulement économique, mais stratégique. Pour les citoyens, l'impact se mesure en attentes concrètes. Les familles espèrent que la richesse nationale se traduira par de meilleures écoles, des soins plus accessibles et des emplois qualifiés. Les jeunes, en particulier, projettent dans Songandi la possibilité d'un avenir moins contraint par l'exil ou la précarité. Toutefois, cet espoir reste fragile. Tout décalage entre les promesses publiques et les effets réels pourrait raviver les frustrations sociales. La confiance naissante entre l'État et la population repose désormais sur la cohérence des décisions à venir. Enfin, sur le plan régional, la découverte modifie l'équilibre du Sahel. Un Burkina Faso renforcé économiquement pourrait devenir un pôle d'influence, capable de redéfinir ses partenariats et de peser davantage dans les discussions géopolitiques. Mais cette position attire aussi des convoitises. Les puissances étrangères observent attentivement chaque signal, prêtes à ajuster leur stratégie. Dans ce contexte, la constance affichée par Ibrahim Traoré agit comme un facteur de lisibilité, réduisant l'incertitude tout en affirmant une volonté de souveraineté. À travers ces 4 dimensions, une conclusion s'impose. Songandi ne promet pas seulement des revenus, il reconfigure les rapports entre l'État, l'économie, la société et la région. À partir des choix déjà posés, 3 trajectoires plausibles se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois. Aucune n'est figée, mais chacune met en lumière des risques et des leviers distincts directement liés à la manière dont le cadre institutionnel sera maintenu ou ajusté. Dans une trajectoire de référence, l'ouverture reste progressive et strictement encadrée. Le gouvernement engage des discussions ciblées avec quelques partenaires techniques, sans céder le contrôle stratégique. Les premières phases servent surtout à consolider les études d'impact, à définir des normes environnementales et à préparer les administrations à absorber de futurs revenus. Les investissements arrivent lentement, mais de façon lisible. Ce scénario limite les chocs sociaux et réduit les tensions diplomatiques au prix d'une impatience populaire qui devra être gérée par une communication constante et des signaux concrets de redistribution à venir. Dans une trajectoire plus favorable, la gouvernance gagne en robustesse plus vite que prévu. Les mécanismes de transparence fonctionnent, les consultations citoyennes se poursuivent et la Commission nationale impose ses exigences. Le pays sélectionne des partenaires selon des critères stricts, incluant audits réguliers, transfert de compétences et clauses de souveraineté. Les premières retombées économiques deviennent visibles, notamment à travers des projets locaux et des emplois spécialisés. Cette trajectoire renforcerait la crédibilité internationale du Burkina Faso et pourrait en faire un exemple rare de gestion équilibrée des ressources naturelles. Elle exige toutefois une discipline politique continue et une capacité à résister durablement aux pressions extérieures. Dans une trajectoire plus dégradée,
Les tensions internes ou externes fragilisent le cadre initial. Les désaccords politiques ralentissent les décisions ou au contraire provoquent des ouvertures mal maîtrisées. Les attentes populaires non satisfaites à court terme alimentent la frustration. Les acteurs étrangers exploitent les zones d'incertitude pour imposer des conditions plus favorables à leurs intérêts. Dans cette configuration, l'exploitation avance peu, les bénéfices restent limités et la confiance entre citoyens et institutions s'érode progressivement. Le risque n'est pas l'effondrement immédiat, mais une usure lente de la cohésion nationale. Au-delà de ces trois trajectoires, un point commun apparaît. Le facteur décisif n'est pas la richesse elle-même, mais la constance des règles du jeu. Si le cadre institutionnel tient, les scénarios favorables restent accessibles. S'ils se fissurent, même la plus grande promesse géologique peut perdre sa valeur stratégique. La question clé devient alors une boussole pour les mois à venir. Comment maintenir la cohérence des décisions lorsque la pression, elle, ne fera que s'intensifier? Au-delà des institutions et des scénarios macroéconomiques, Songgandhi s'inscrit déjà dans des trajectoires individuelles très concrètes. Pour de nombreuses familles, l'idée qu'une richesse nationale puisse enfin financer durablement l'éducation, la santé ou les infrastructures locales ouvre une perspective longtemps absente. Les conversations du quotidien oscillent entre prudence et espoir mesuré. L'attente n'est pas celle d'un miracle immédiat, mais d'un changement perceptible, progressif et équitable. Chez les jeunes générations, la découverte agit comme un révélateur. Elles y projettent des possibilités de formation technique, d'emplois spécialisés et d'initiatives entrepreneuriales qui pourraient limiter l'exil économique. Mais cet optimisme reste conditionnel. Il dépend de la capacité de l'État à traduire des promesses nationales en opportunités locales, visibles et accessibles. Sans cela, la frustration pourrait rapidement remplacer l'enthousiasme initial. Le rapport entre citoyens et institutions se trouve également à un moment charnière. Les consultations publiques et la communication autour de Songgandhi ont créé un sentiment inédit de participation à une des décisions stratégiques. Cette reconnaissance, encore fragile, peut renforcer la confiance si elle s'inscrit dans la durée. À l'inverse, un décalage trop marqué entre discours et mise en œuvre risquerait d'éroder ce lien naissant, avec des effets sociaux difficiles à contenir. Dans ce contexte, la méthode prônée par Ibrahim Traoré prend une dimension très concrète. Elle ne se mesure pas seulement à la résistance aux pressions extérieures, mais à la capacité à maintenir une cohérence lisible pour les citoyens ordinaires. Chaque étape, chaque délai expliqué, chaque arbitrage assumé devient un signal envoyé à ceux qui attendent des résultats sans renoncer à la stabilité. Songgandhi n'est donc pas qu'un enjeu de gouvernance abstraite. Il devient un miroir des attentes sociales, un test de crédibilité pour l'État et une question intime pour chaque citoyen. Cette richesse changera-t-elle? Changera-t-elle réellement quelque chose à ma vie? Pour éviter que Songgandhi ne devienne une source de tension durable, une architecture d'action claire se dessine déjà, en cohérence avec la méthode défendue par Ibrahim Traoré. Elle ne repose pas sur une décision unique, mais sur une séquence de choix coordonnés, pensés pour tenir dans le temps et résister aux pressions multiples. D'abord, il s'agit de consolider durablement la Commission nationale. Son rôle ne doit pas être symbolique. Elle doit intégrer des experts indépendants, des représentants des communautés locales et des acteurs de la société civile, avec un mandat précis et public. Sa mission est de valider chaque étude technique, sociale et environnementale avant toute avancée contractuelle. Ensuite, l'effort porte sur l'encadrement environnemental. Les risques identifiés exigent des normes strictes, adaptées aux écosystèmes fragiles du Sahel. Ces règles doivent être définies avant le début de l'exploitation, assorties de mécanismes de contrôle et de sanctions clairement établis. Troisièmement, vient la sélection conditionnelle des partenaires. Plutôt qu'une ouverture générale ou un refus total, le pays peut imposer des critères précis: transparence des contrats, audit régulier, clause de souveraineté et obligation de transfert de compétences.
Cette approche permet de combiner expertise extérieure et contrôle national. Puis, l'attention se porte sur l'affectation des revenus futurs. Une feuille de route publique doit préciser les priorités. Éducation, santé, infrastructures, développement local. Des indicateurs simples et accessibles permettraient de suivre l'utilisation effective des fonds et de maintenir la confiance citoyenne. Enfin, il apparaît indispensable de maintenir des consultations régulières. Informer, écouter et ajuster réduit les tensions et transforme la population en acteur du processus, plutôt qu'en simple observateur. À travers ces étapes, une réponse se précise à la question laissée ouverte plus tôt. La cohérence des décisions peut être protégée si elle repose sur des règles visibles, partagées et appliquées sans exception. Au début, un habitant proche du volcan décrivait Songandi comme une atmosphère suspendue, un moment où tout semblait possible sans que rien ne soit encore décidé. Ce motif revient maintenant avec une signification plus profonde. L'attente n'est plus celle d'un secret géologique, mais celle d'un choix collectif qui engage bien plus que des chiffres ou des contrats.